C'est une œuvre de l'époque de Fontainebleau, une œuvre extrêmement peu connue pour la simple et bonne raison qu'elle se trouve extrêmement loin d'ici, dans un extrêmement petit musée. C'est le Art Center de Milwaukee, aux États-Unis. L'œuvre, comme la plupart, disons, des grands chefs-d'œuvre de ce XVIe siècle français, l'œuvre est anonyme. On n'a pas encore réussi à mettre sur cette œuvre-là une étiquette qui soit convaincante. Entourage de Clouet peut-être, mais c'est beaucoup plus intéressant que ce que faisait Clouet d'habitude. C'est aussi peut-être un tout petit peu moins bon, plus intéressant mais moins génial peut-être que Clouet. Enfin, c'est quand même dans l'entourage de Clouet et il s'agit du triple portrait de trois princes. Et l'œuvre continue à être irritante parce que si on n'a pas le nom de l'artiste, on n'a pas non plus le nom des princes. Nous ne savons absolument pas qui sont les personnages représentés. Aucun dessin comparatif ou aucune œuvre comparative n'a permis l'attribution de cet extravagant portrait. C'est déjà irritant quant au nom de l'artiste, c'est irritant quant au modèle, c'est en plus irritant quant au style, ou si vous préférez, avant même de parler du style, quant à l'iconographie, puisque vous avez résolument le triple portrait de trois messieurs. Bien sûr, ce qu'on appelait à l'époque le collet, c'est-à-dire la petite fraise, le prouve assez, les profils aussi, mais les coiffures sont étrangement des coiffures féminines, comme vous pouvez voir, avec des chignons extrêmement sophistiqués retenus par des rubans ornés de perles et de petites fleurs. Les princes portent même des boucles d'oreilles, mais ce qui, à l'époque, était relativement fréquent. Donc là aussi, il y a une espèce d'ambiguïté très concertée de la part de l'artiste qui fait de cette œuvre-là une œuvre un peu fantomatique, un peu sulfureuse, un peu curieuse. Mais à cela s'ajoute la peinture à l'huile sur ardoise, une chose très très rare. Peindre sur bois bien, peindre sur toile bien, peindre sur parchemin marouflé sur toile bien, ajouter encore à cela du bois derrière et de la cire d'abeille si c'est possible, ça va. On était presque des alchimistes quand on était peintre au XVIe et aucun effort de technique n'inquiétait. Peindre sur cuivre même, tenez, c'était possible, mais sur ardoise, on ne connaît jusqu'ici que deux œuvres du XVIe siècle. Sur ardoise, voilà l'une des deux. Donc vous voyez que même la technique de cette œuvre-là est aussi mystérieuse qu'est l'attribution de l'œuvre, l'attribution des modèles, disons l'iconographie même, et maintenant nous devons voir la technique. Et il n'en reste pas moins que c'est une œuvre de très haute qualité plastique. Alors nous allons voir d'ailleurs ce soir, comme je dis tout de suite, beaucoup d'œuvres anonymes, car vous expliquer pourquoi l'école de Fontainebleau n'a pas encore donné, disons, livré tous ses secrets, représentant beaucoup aussi de modèles anonymes, même dans les portraits, parce que là encore, il y aurait d'énormes travaux d'archives à entreprendre pour que, enfin, tout cela s'éclaire un jour nouveau. Nous sommes encore maintenant, et en dépit des grandes expositions qui ont été consacrées à l'école de Fontainebleau et au maniérisme français, nous sommes encore un peu dans une période d'ombre maintenant. Je vous rappelle en effet que les tableaux de l'école de Fontainebleau ont été considérés par les historiens d'art français, j'ose le dire, épris de classicisme, épris de rigueur, épris aussi de tout ce qui est lumineux, si vous voulez. Les tableaux de l'école de Fontainebleau ont été donc par les historiens d'art français comme des œuvres mineures, échevelées et même souvent hystériques. Ça n'est que depuis une trentaine d'années, ou à peu près, qu'on redécouvre cette école de Fontainebleau, on s'intéresse à cette école de Fontainebleau, qu'on va retrouver dans les réserves des musées où on les avait prudemment confinés, ces tableaux étranges de l'école de Fontainebleau. La première fois qu'ils sont apparus vraiment en public, si vous voulez, au vu et au su de toute l'Europe, c'est à l'occasion d'une exposition remarquable qui avait été organisée à Paris par André Chastel, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, puisqu'il est un peu le papa du maniérisme, si vous vous souvenez, c'est en tout cas lui qui a inventé le mot de maniérisme pour désigner la deuxième Renaissance. Alors, école de Fontainebleau, ça va, mais Fontainebleau, ça va peut-être pas. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que nous partions de Fontainebleau pour voir ce lieu, merveilleux bien entendu, mais ce lieu dans lequel tout s'est passé. Tout s'est passé en fait, dans les murs d'un château. Pour une fois, on peut dire qu'au moins le cadre est assez confiné. Alors, je vous ai amené quelques vues de Fontainebleau. Vous savez, Fontainebleau, on remonte à peu près à François Ier, disons dans l'état original de ces grands bâtiments, mais a poursuivi sa carrière au-delà des règnes, disons du grand siècle, Louis XIII d'abord, Louis XIV ensuite, jusqu'à l'Empire et même jusqu'au Second Empire, avec sans cesse des ajouts, des amendements et des transformations. Mais néanmoins, ce que vous voyez ici, vu de ce qu'on appelle le grand parterre de Fontainebleau, c'est une des parties qui va nous intéresser, la grande partie dite de François Ier qui est ici.
avec là, la porte dorée, qui a été, dit-on, l'un des premiers monuments renaissants en terre de France. Ici, ces magnifiques grandes verrières, c'est la salle de bal que vous découvrirez dans un instant. Et au bout de la salle de bal, preuve qu'on est sous les Valois, il y a naturellement la chapelle. En l'occurrence ici, la chapelle Saint-Saturnin. Puis ensuite, toute la partie qui est ici est une partie Henri IV qui, aujourd'hui, ne nous intéressera pas. Autre vue de Fontainebleau, voilà, le Fontainebleau vu de la cour de la Grande Fontaine et du bassin. Alors tout cela aussi, c'est œuvre de François Ier. On avait ici, dans le corps central, au premier étage, un lieu qui va nous intéresser tout à l'heure, c'est la galerie de François Ier, c'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être, quand j'en avais parlé à propos de Sabionetta, un de ces lieux infiniment longs et infiniment vides, dont aujourd'hui on se demande bien à quoi cela pouvait servir, mais qui est en fait le cadre des grandes réceptions de cour. Alors, la galerie de François Ier est ici, cependant en dessous, innovation italienne et scandaleuse, François Ier avait fait un appartement des bains que, grâce à Dieu et Henri IV, on a supprimé. La morale est peut-être revenue à la cour, mais hélas, l'art en a disparu, puisque l'admirable décor de l'appartement des bains a été du coup complètement détruit. Puis là, nous avons deux éléments de corps dus quant au dessin à l'italien Primatis et à l'architecte Delorme. Ces deux corps-là ont abrité, entre autres, Madame de Maintenon, mais beaucoup plus tard, et même le pape au moment où Napoléon l'avait quelque peu confiné dans la promenade de Fontainebleau. Alors, vous venez de voir juste quelques vues extérieures du grand parterre, du grand bassin, quelques-unes des colonnades et des portiques de Fontainebleau, et je répète, c'est dans ces lieux-là, c'est sous ces arcades-là, c'est le long de ces salles que vous verrez que s'est passée l'aventure de la Renaissance italienne en France, ou si vous préférez, le mariage de l'âme italienne et de l'âme française. Alors, le terme de mariage, naturellement, implique des noces. Eh bien, c'est de noces qu'il va s'agir pour entrer, si vous voulez bien, dans le vif du sujet. Voilà un tableau très curieux que j'ai dégoté à votre intention. C'est peut-être pas génial, mais c'est l'emblème même des noces de l'âme italienne et de l'âme française, puisque vous avez sous les yeux un tableau d'un peintre qui s'appelle Dempoli, et qui a été surtout un peintre historiciste à la cour des Médicis. C'est le mariage à Marseille de Catherine de Médicis avec Henri, le dauphin de France et fils de François Ier. L'union même est scellée par le pape de la Renaissance par excellence, c'est Clément VII. Autrement dit, vous voyez Clément VII bénissant Catherine de Médicis et Henri de France. Autrement dit, vous voyez l'union de l'Italie et de la France. Tout commence, si j'ose dire, comme cela. Je rappelle, mais je pense que tout le monde s'en souvient, que Clément VII était un Médicis, c'était Jules de Médicis avant de devenir pape, bien sûr, et que Jules de Médicis avait pratiqué dans toute sa carrière pontificale un népotisme effréné qui lui avait permis de placer les Médicis aux fêtes de l'Europe, et notamment la réussite du mariage de la petite Catherine dont personne ne voulait avec le dauphin de France avait eu de quoi faire se frotter les mains l'auguste Clément VII. C'était une affaire admirable pour Florence. Le compte, c'est que ça a été aussi une affaire admirable pour la France, mais elle ne s'en rendait pas compte à ce moment-là, car en fait, sous la timide petite Florentine qu'on voyait arriver, se cachait la dame de fer que vous connaissez, qui sera non seulement un grand politique, mais qui sera surtout un grand mécène et protecteur des arts. On doit à Catherine de Médicis, pour ainsi dire, tout ce dont je vais vous parler ce soir. Puis vous savez, Catherine de Médicis est beaucoup plus sympathique qu'on a essayé de nous faire croire au XIXe siècle. Oubliez, s'il vous plaît, les astrologues, les Toisons et les Borgia. Catherine de Médicis a surtout été une grande figure de la diplomatie de son temps, une diplomatie qui n'était pas facile, une diplomatie dans laquelle elle a dû s'engager, une diplomatie dans laquelle elle s'est sacrifiée bien souvent. La Saint-Barthélemy en est une belle preuve, mais tout de même, elle a réussi au moins ceci, de sauver le prestige du trône pendant 4 règnes, ce qui tout de même est absolument extraordinaire. Fin de mon apologie de Catherine de Médicis, nous continuons. Les noces donc de Henri et de Catherine symbolisent pour moi l'avènement de ces noces Italie-France. Mais il faut dire que l'aventure remonte un tout petit peu plus haut. Elle remonte au père de Henri, elle remonte à
François Ier, car en fait c'est bel et bien François Ier qui le premier a invité l'Italie à se rendre en terre française. Catherine et Henri, c'est la consécration, mais le véritable flirt, et par là même la naissance de l'esprit renaissant dans cette France gothique encore, c'est à François Ier qu'on le doit. Voilà pourquoi j'ai repris un tout petit peu d'histoire, si vous permettez, un tout petit peu, pour bien situer et François et Henri dans ce grand débat des Valois qui va marquer toute l'histoire de France. Je reprends un roi de France, bien sûr, dont j'ai beaucoup parlé ces semaines dernières, et quasiment depuis le début de notre cours. C'est ce roi de France qui, lui, est allé pour motif de guerre en Italie, Louis XII. Louis XII, vous vous souvenez de lui? Louis XII, nous l'avons pas à épouser Anne de Bretagne. Et du couple royal Louis XII et Anne de Bretagne sont nées deux filles. Une s'appelait Renée, et on la donnera en mariage à la maison d'Este. Elle deviendra Renée d'Este, et elle fera construire dans le palais de Ferrare cette merveilleuse chapelle complètement française qui, dans la folie ferraraise, paraît tout d'un coup comme une annonce de l'esprit cartésien assez curieux. Claude de France, elle aussi, fille de Louis XII. Claude, il faut la placer, et on la placera à quelqu'un de bien, pas aussi bien peut-être qu'un Est, mais quand même quelqu'un de bien. C'est François, comte d'Angoulême et duc de Valois. François, comte d'Angoulême et duc de Valois est en effet quelqu'un de bien, car il est l'arrière-petit-fils de Louis d'Orléans, et par là même l'arrière-petit-fils du roi Charles V. Donc à la 4e génération, il peut quand même remonter à un sang qui est un sang royal. Le jeune François est donc quelqu'un de parfaitement vendable. Et le jeune François, bel et bien, deviendra roi de France. Il régnera, comme chacun le sait, de 1515 à 1547, avec pour épouse, bien entendu, cette Claude de France dont je viens de vous parler. Avec François Ier, c'est l'avènement de cette dynastie des Valois qui va marquer pendant toute la fin du XVIe siècle l'histoire même de la France. Claude de France et François Ier auront un fils. Ce fils, c'est Henri d'Orléans, qui va un jour devenir le roi Henri II. Nous aurons à en reparler, mais si vous le voulez bien, un tout petit peu plus tard. Nous en étions donc à François Ier, dont je vous ai dit tout à l'heure, je crois, qu'il était à considérer comme le dernier roi de ce qu'on peut appeler la Grande France médiévale et le premier roi de cette jeune France renaissante qu'il a contribué à forger. François Ier, en effet, est un roi culturellement de charnière, si l'on veut. Il est en effet le parfait héritier de toute une lignée politique, en tout cas, qui remonte à peu près jusqu'à Louis XI, donc au fond, en plein cœur du Moyen-Âge. Il tiendra à ces institutions traditionnelles qui avaient été créées par ses pères, et en même temps, il apportera ce souffle nouveau d'un monarque absolu, on pourrait presque dire d'un monarque Dieu sur terre, comme l'étaient un peu les princes italiens de la Renaissance. Par là même donc, il est, je vous dis, une figure ambiguë, on peut avancer le mot, une figure ambiguë entre la grande tradition étatique médiévale française et cette jeune tradition qu'il est en train de structurer sur l'exemple italien, bien sûr, car il est, vous le savez sans doute, épris d'italianisme. Voilà, bien sûr, François Ier dans l'admirable portrait du Louvre, signé par son peintre ordinaire, Jean Clouet. Ce tableau est absolument extraordinaire parce qu'il signe, je trouve, l'ambiguïté de personnalité de François Ier. L'absence de tout décor, on pourrait presque dire l'absence de fond, est encore un peu dans la tradition de la grande peinture médiévale. Ce n'est plus le fond doré, primitif des siècles passés, mais c'est tout de même une façon de fermer l'espace sur le corps même du roi, qui est de tradition médiévale. De même que cette façon de le poser parfaitement de face, en tout cas quant à son torse, avec un très très léger 3/4 pour le visage, cette façon classique, même un peu passéiste peut-être, que Clouet a adopté ici, est encore moyenâgeuse. Mais le costume, l'éclat du costume, les couleurs même de ce costume, de l'or au noir, du noir au blanc, du blanc à l'ocre, la prolifération, si vous voulez même, des matières dont est composé ce costume, vous rappelle en tout cas les grands portraits renaissants italiens tels que nous avons pu les voir. Donc, il y a dans cette œuvre-là une sorte de dualité assez étrange entre tradition française et innovation italienne. Vous savez peut-être que Clouet, Jean Clouet,
Et un peu plus tard, son fils, François Clouet, se feront une forme de spécialité, pour ainsi dire de mission, que de fixer les traits des membres importants de la cour de François Ier, bien entendu. C'est ainsi que, à côté des grandes œuvres peintes que vous venez voir, dont vous venez voir l'une, je voulais vous montrer quelques dessins, bien peu, je voulais vous montrer 2 dessins qui vont vous montrer dans l'espace de moins de 30 ans, car ils se situent à 30 ans l'un de l'autre, l'extraordinaire engouement de cette cour de France pour le domaine italien. Je m'explique. Vous avez là un premier portrait de Jean Clouet, qui date du début du règne de François Ier et qui représente Anne de Beaujeu. C'est certainement un des plus admirables dessins de Clouet, par la rigueur de la composition, l'économie totale des moyens, cette simplicité presque cistercienne dans la mise en page, mais alors mettant en valeur le caractère presque implacable du visage et du regard. Mais dans ce caractère implacable même, vous remarquez qu'il y a des siècles de tradition. Je ne dis pas que c'est un dessin gothique, je dis que la dame a derrière elle les siècles de tradition d'une forme de raideur, ou en tout cas de rigueur gothique encore. Et 30 ans plus tard, le fils de Jean Clouet se posait à son tour devant une des dames influentes de la cour, et voyez ce que ça donne. Voilà. Élisabeth d'Autriche. Eh bien, vous voyez qu'en fait, le monde a changé complètement. Rien n'est plus antinomique à la rigueur gothique d'Anne de Beaujeu que la fragilité somptueuse d'Élisabeth que vous avez ici. Certes, le visage garde le même sérieux. Certes, le regard est toujours aussi implacable, mais regardez que cette fois-ci, la noblesse du personnage, l'importance du personnage, le privilège du personnage se justifie par la somptuosité du vêtement. La coiffure, d'ailleurs, d'abord, qui a séduit infiniment l'artiste, mais aussi cette collerette admirablement esquissée, et surtout ce grand corsage orfévré, vous voyez sans doute qu'il est surchargé de pierres, d'éléments d'orfèvrerie, qui vraiment transfigure le personnage. Alors, vous admettrez avec moi qu'entre la bure d'Anne de Beaujeu et les soies et les dentelles d'Élisabeth, le monde a véritablement changé. Et bien ce changement de monde, c'est l'œuvre des Valois, c'est l'œuvre de François Ier, c'est l'œuvre de Henri II, et c'est l'œuvre de tous ceux qui le suivront jusqu'à la mort de Henri III. C'est à ça que nous allons maintenant assister, c'est-à-dire cette transformation radicale d'un milieu culturel, et même plus que cela, d'un milieu historique. Alors, nous en sommes encore à l'époque de François Ier, nous n'allons pas le quitter de sitôt, nous allons voir maintenant comment il a opéré cette transformation radicale de toute une société. Depuis, je le répète, la sévère Anne de Beaujeu jusqu'à cette fleur fragile qu'est Élisabeth d'Autriche, il y a vraiment un retournement de l'être. Voyons comment François Ier s'y est pris. À Fontainebleau, il a été, et ça c'est très nouveau en France, un grand mécène. Le terme même de mécène était pour ainsi dire inconnu en France. Il n'y en avait quasiment pas eu. Il y avait eu peut-être Charles V, dont la piété maladive et le besoin de luxe tout aussi maladive avaient exigé la création d'une bibliothèque extraordinaire dont la Bibliothèque nationale est aujourd'hui l'heureuse bénéficiaire. Il y avait eu peut-être Jean d'Aubéry, avec ses frères de Limbourg et ses Vannes, et que lui aussi, sa collection de livres extraordinaires, mais ce sont plutôt des cas d'exception. Le mécénat en France n'était pas une vertu pratiquée. François Ier, lui, va la pratiquer, et alors vraiment en s'alignant immédiatement avec les plus grands d'Europe. Je rappelle qu'on est au début du XVIe maintenant, et que donc le mécénat est sorti depuis longtemps de la seule Italie, les seules villes de Florence, de Ferrare, de Parme, que sais-je, et qu'il se pratique sur un échelon royal et impérial d'un bout à l'autre du monde connu. Eh bien, François Ier sera un mécène comme les autres. Il a protégé les arts, il a protégé les lettres, il a protégé la musique, bien entendu. Il a été un bâtisseur absolument étonnant et un collectionneur passionné. Donc vraiment, vous pouvez le mettre tout à fait à l'échelle des grands Charles Quint ou l'archiduc Rodolphe ou même l'empereur Maximilien. Il est tout à fait digne de figurer parmi tous ceux-là. Il a aussi pratiqué cette vertu fondamentalement mécénale qu'est le kidnapping artistique.
Nous savons depuis l'aube de la Renaissance, souvenez-vous, que les princes de l'Italie se battaient parfois pour posséder un artiste. Souvenez-vous, il y a des semaines de cela, mais c'est vieux, hein. On a parlé de Mantegna et nous avions vu les querelles d'influence et les chantages scandaleux qui ont été exercés sur l'artiste pour se l'attirer. C'est les Gonzague qui l'ont eu pour finir, mais à quel prix? Souvenez-vous aussi des démêlés d'Isabelle d'Este se mettant à dos tous les princes de son temps dans sa boulimie mécénale. Eh bien, François Ier sera lui aussi un descendant digne et un héritier digne de ce fameux kidnapping artistique. Lui aussi voudra que son château de Fontainebleau, épicentre sinon de son pouvoir, du moins de sa splendeur, devienne le réceptacle et même l'alambic de ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus nouveau, de ce qu'il y a de plus révolutionnaire en matière d'art. Et art au pluriel, car il n'y aura pas que des peintres, bien sûr, nous parlerons surtout des peintres ce soir, mais il n'y aura pas que des peintres. Il y aura aussi des architectes, dont le fameux Serlio, dont j'ai eu l'occasion de vous parler. Il y aura des musiciens, il y aura des poètes, il y aura des alchimistes, il y aura tout ce que vous voulez, formant ce cénacle olympien que préside François Ier. Tout le monde connaît bien sûr le plus auguste des kidnappés du roi de France, ce sera Léonard de Vinci, et vous savez qu'il mourra épuisé du service royal en le château de Amboise. Mais il y en aura bien d'autres, et parmi les bien d'autres, il y en a 3 qui sont les vrais pères de l'école de Fontainebleau. Et c'est ces 3 que j'aimerais vous présenter maintenant. L'un est un peintre de Bologne, le deuxième est un peintre de Modène, le troisième est un peintre de Florence. Et ces 3 acquisitions de François Ier, triées sur le volet pour la diversité de leur style, mais aussi pour leur rapidité à exécuter les commandes royales, c'était très important pour un mécène. Alors, cette double qualité de rapidité et de savoir-faire font qu'ils ont été choisis par le roi. Et 2 d'entre eux mourront au service du roi, oh messieurs chargés d'années d'honneur, ne voyez pas que François Ier les épuisait à ce point. Le troisième, n'en pouvant plus, s'enfuira pour Florence où il finira ses jours. Ces 3 peintres, ce sont Francesco Primaticcio, plus connu sous le nom de Primatisse, c'est lui le peintre de Bologne. Presque du même âge, Niccolò del Abate, peintre de Modène, d'ailleurs émule de la même école que Primaticcio, et certainement c'est Primaticcio qui l'a fait venir à ses côtés pour l'aider dans l'énorme entreprise de François Ier de monter. Quant au troisième, le Florentin, c'est Benvenuto Cellini, et je vous ai dit que la fougue de son tempérament fera qu'il sera le seul à réussir à échapper à François Ier pour rentrer mourir à Florence. Mais chose curieuse, tous les 3 sont morts en 1571. Primatisse à Paris, Dell'Abate à Fontainebleau même, Cellini à Florence. Et ainsi, au fond, s'est achetée la génération des maîtres que maintenant nous allons découvrir. Alors, nous commençons par voir ce qui a attiré le roi François Ier chez eux, et j'ai pensé intéressant de vous montrer un dessin de chacun, parce que je pense que c'est dans le dessin que le vrai savoir-faire d'un artiste et la vraie originalité d'un artiste se marque le mieux. Alors nous commençons avec le Polonais Primatisse. Vous avez là un festin des dieux, qui est un départ d'un grand cycle pour les naïfs qui n'a jamais été exécuté, son importance. Vous avez là un festin des dieux qui est très révélateur de la manière de Primatisse. Primatisse est un homme, d'abord, d'une facilité de talent extraordinaire. Mais cette facilité de talent, il l'a mis au service de composition invraisemblablement habile et en même temps invraisemblablement rigoureuse. Primatisse, si j'ose dire, c'est presque un architecte fourvoyé dans la nature. C'est un homme qui a un tel sens de la mise en scène de l'espace, de la découverte de l'espace. C'est un homme qui a un tel sens de l'illusion de l'espace et parfois presque de l'anamorphose. Pour faire de la peinture, il en fera autant. Moins pour faire du dessin, il en fera autant que pour orfèvrer. Vous savez que l'orfèvrerie, c'est l'art du maniérisme par excellence. Vous le savez d'ailleurs si bien que nous avons consacré presque tout un cours à cette salière de François Ier qui est née d'ailleurs à Fontainebleau et qui est un des chefs-d'œuvre de l'orfèvrerie de Fontainebleau. Alors, Cellini, je vous
représente un des rares dessins que conserve le Louvre de son génie. C'est une étude pour une sculpture en argent représentant l'une en l'occurrence, des 10 grandes divinités de l'Olympe. Comment que François Ier a passé pour faire balustrade à un de ses jardins, à Cellini. Cellini a détesté cette commande et comme c'était un homme impossible, il a fait une salière pour le roi, un vinaigrier pour la reine, des couverts pour le prince héritier et que sais-je encore, et à la fin il s'est tellement fait taper sur les doigts pour n'avoir pas livré sa commande qu'il a préféré se vexer et repartir pour Florence. Tout ce donc qui reste de cette balustrade extraordinaire, c'est le dessin préparatoire de la Junon que vous avez ici. Mais alors au moins, on voit la qualité que Cellini ajoute encore à Primatis et à Niccolò della Parte, c'est une maîtrise technique absolue. Cellini, c'est l'homme du métier par excellence, et la maîtrise de Cellini, aussi bien dans le travail des métaux que dans celui des émaux, mais aussi celui du crayon. Regardez ce dessin, c'est fait avec la science d'un dessin d'Inde, si l'on veut. Eh bien, ce métier de Cellini va beaucoup apporter aux jeunes peintres français, dont nous verrons dans un moment qu'ils ont été les élèves de ces trois grands premiers maîtres de Fontainebleau, Primatis, Niccolò della Parte et Cellini. Maintenant que cela est dit, maintenant que cela est précisé, nous pouvons quitter les parterres et les bassins de Fontainebleau et entrer dans le château. D'abord, je vous montre ici une peinture qui a été faite pour le roi François Ier et déposée dans ses appartements. C'est un Primatis, d'ailleurs. Alors, si je vous montre cette peinture, c'est parce que c'est l'une des premières peintures, et même une des premières œuvres d'art du goût nouveau que François Ier sera introduit à Fontainebleau. Essayez d'imaginer, devant la véhémence de cette œuvre-là, la stupéfaction des peintres traditionnalistes français. J'ose pas penser à la tête de Clouet quand il a vu ça. Mais je veux dire, c'est tellement nouveau, c'est tellement d'autre chose, c'est une telle révolution, et du sens de l'espace, et même du sens du temps, dans le mouvement et dans la dynamique de ce mouvement même, que cela a dû absolument stupéfier et même révolutionner un peu les milieux de cour. On raconte d'ailleurs que ça a même stupéfait le roi, qui en était pourtant le commanditaire, et qu'il faudra que le roi assume ses responsabilités pour l'accrocher dans son cabinet. François Ier a donc supporté, bon an mal an, son primatisme, mais il a dû un peu se mordre les doigts d'avoir laissé le jeune peintre si libre. Donc, il a demandé du coup au deuxième Niccolò della Parte aussi un tableau, et voilà ce que cela a donné. Niccolò della Parte, voilà le deuxième tableau entré dans Fontainebleau. Il s'agit tout simplement de Vénus et l'amour. Alors là, vous pensez bien qu'il n'y a pas que les artistes, mais littéralement tout un coup qui a été choqué, puisque c'est maman et son fils, n'est-ce pas? Et qu'une fois de plus, dans la belle tradition de Bronzino que nous avions vu il y a quelques semaines, l'inceste esthétique était parfaitement dans le goût de nos peintres maniéristes. Pauvre François Ier, il ne savait pas à quoi il se préparait, mais vous allez le savoir dans un moment. Voilà donc cette peinture qui, elle aussi, a stupéfié. C'est plus calme le Primatis, pour une fois, chez Niccolò della Parte, je veux bien. Mais alors les couleurs sont complètement folles, avec ces roses plus roses qu'ils ne sont roses ici, ces blancs plus bleus qu'ils ne sont blancs ici, et ces teintes qui sont entre l'ivoire et l'acier et qui marquent toute la composition. En plus, cette forme de mollesse un peu sensuelle que vous voyez notamment dans le torse de l'amour, ce côté marmoréen aussi que vous devinez dans le torse de Vénus, était totalement nouveau dans le goût français. Ce deuxième tableau, ce deuxième italianisme de commande aussi même de Fontainebleau a également fait une véritable révolution. Alors, comme Primatis et Niccolò della Parte, je ne veux pas dire se vexaient, mais s'inquiétaient des réactions du public français, François Ier a décidé de taper le grand coup et de leur commander non plus des œuvres de simèse, c'est-à-dire un tableau puis un autre, mais des cycles d'œuvres pariétales, c'est-à-dire au fond, il leur a confié le décor même de la résidence de Fontainebleau. C'était une prise de parti vraiment politique. Si le roi se met dans les œuvres de Primatis et de Niccolò della Parte, si ces œuvres triomphent dans les grands appartements, c'est qu'il faudra s'y faire.
On peut encore éventuellement critiquer une huile sur toile accrochée confidentiellement dans un cabinet royal. On peut éventuellement se moquer d'une œuvre, on peut stigmatiser une œuvre, on peut être choqué par une œuvre, mais si le roi et ses courtisans deviennent les satellites d'un programme iconographique peint aux parois même de la résidence royale, alors il n'y a plus qu'à se taire. Et donc, avec un sens politique admirable, comment dépasser à Primatis et à ses élèves, à Niccolò de la Barre et à ses aides, de la grande galerie royale. C'est cette fameuse galerie de François Ier que je vous ai montrée de l'extérieur tout à l'heure dans la deuxième ville de Fontainebleau. La grande galerie royale est certainement le plus important manifeste de la peinture de Fontainebleau, mais quoi? Mais tout simplement, elle a horriblement souffert. Vous savez peut-être que cette œuvre, peinte très rapidement selon la volonté du roi, a mal supporté le vieillissement. Vous savez peut-être que ces œuvres ont été restaurées, notamment à la fin du XVIe et au XVIIe siècle déjà, de façon épouvantablement radicale. On a même rajouté des petits caleçons à tout le monde parce que les œuvres avaient changé. Et que jusqu'au XIXe siècle, on a massacré à plaisir les grandes compositions des maîtres, c'est-à-dire Primatis et Niccolò de la Barre. Il a fallu toute la science de la restauration de ces dernières années pour redonner un semblant d'authenticité à un ensemble qui nous l'avait vraiment voulu. D'autant qu'au XIXe siècle, les boiseries de Fontainebleau étant malades, on a refait dans un style néo-gothique un espèce de décor extrêmement malheureux, si lourd que ces compositions peintes n'ont pas du tout l'élan qu'elles devaient avoir. Malgré tout, je vous ai amené sur les quelques 25 panneaux de la galerie de François Ier quelques exemples pour que vous voyez la cohérence de style de l'ensemble. Ce sont des épisodes tirés des grands cycles épiques de la Grèce et de la Rome antique, avec pour prétexte l'Iliade et l'Odyssée et l'Énéide, respectivement, mais dans un ordre qui, paraît-il, était apparent et même évident aux courtisans de François Ier, mais qui aujourd'hui ne l'est plus du tout. Je n'ai donc pas cherché à reconstituer l'histoire même de ceci, je vous montre simplement, et pour le plaisir, 3 de ces panneaux. Voilà le naufrage d'Ajax, une des peintures les plus violentes, on pourrait presque dire une des peintures les plus romantiques de Primatis. Comme vous la voyez depuis un bon moment déjà, je passe. Voilà donc un sujet nouveau, c'est la mort d'Adonis. Je me permets de signaler que l'aspect jaunâtre des peintures n'est pas le fait de mon film, c'est le fait des restaurations. Voilà donc cette mort d'Adonis. Troisième maintenant, voilà, un tableau qui s'appelle La Piété filiale, mais qui lui, tiré de l'Énéide, vous raconte la fin de Troie, que vous voyez flanquer à gauche, et le départ d'Énée et Anchise au premier plan ici. Vous aurez remarqué que les grandes compositions sont entourées de cadres extrêmement impressionnants où les maîtres de Fontainebleau marquent leurs goûts très italiens pour l'ornement. L'ornement, vous verrez, va prendre une place prégnante à Fontainebleau, et même de lieu en lieu, là où l'histoire doit laisser un peu de repos aux spectateurs, on a peint dans ces mascarons des figures allégoriques représentant Dieu et déesse de l'Olympe, en l'occurrence ici, vous voyez, Hercule, dans un michelangélisme soufflé assez curieux. C'est une œuvre d'un élève de Niccolò de la Barre. Mais je vous fais surtout admirer, puisque nous y sommes déjà, la beauté étonnante des stupes qui servent d'encadrement et la laideur contraignante des plaintes de bois Louis-Philippard que vous voyez pas en dessous. Vous voyez que naturellement, l'un ne peut pas aller avec l'autre, il faudra qu'on se décide à sacrifier Louis-Philippe à François Ier, un de ces 4 martyrs. Eh bien, l'inauguration de la galerie de François Ier, ce sera vraiment l'inauguration de la Renaissance en France. Parce que dès lors, les peintres, les jeunes peintres comme les vieux peintres, comprennent que la partie est jouée. Le goût royal va vers la Renaissance, Fontainebleau sera un château de la Renaissance. Et même, disons-le bien, le goût royal va vers le maniérisme, Fontainebleau sera donc un château maniériste. Et en effet, dans les années qui suivent, portiques, couloirs, appartements et même jardins seront complètement transformés sous l'égide des 3 grands maîtres que sont Primatis de la Barre et Cellini en un lieu parfaitement
maniériste. Et j'aimerais juste faire avec vous une petite promenade dans ce Fontainebleau maniériste qui est presque digne des grandes villas que nous avions vues il y a quelque temps de cela en Italie. Mais bien sûr dans des proportions peut-être plus royales, ça va de ça. Voilà un détail de la gigantesque salle de bal dont vous avez aussi vu tout à l'heure de l'extérieur les grandes baies vitrées. Sachez qu'elle est décorée non seulement de stucs superbes et bien sûr de moulures d'une richesse étonnante, mais encore de panneaux peints par Primatis une fois de plus. Voilà d'ailleurs une grande lunette de Primatis montrant le concert des dieux et avec en avant-plan un balcon en pleine pierre stuquée et dorée. C'est le balcon de la tribune des musiciens que vous avez ici. Donc tous les grands bals des fastes des Valois ont été animés dans la salle que nous avons ici, dont le moindre détail a été d'ailleurs soigné de façon étonnante, au-dessus d'une des petites portes menant aux appartements. Regardez la beauté de ce terme, ce petit Atlante qui supporte l'encadrement lauréolé de la porte. Il n'y a guère que le papier peint qui date de la reine Amélie, qui n'a rien à voir avec tout cela. Pour le reste, le goût de François Ier est allé à la rencontre du goût des princes de l'Italie, c'est-à-dire que ce qu'on a soigné tout particulièrement, c'est les soffites, les plafonds, si vous préférez. Les plafonds de Fontainebleau sont une chose absolument unique au monde, et il en est quelques-uns qui comptent parmi. Mais vraiment les plus beaux que l'on puisse voir. Je vous donne par exemple ce plafond stuqué que vous avez ici, dans lequel s'encadraient des petites figures mythologiques, elle a remplacé au XVIIIe par ces outils un peu boursouflés que vous avez là. Regardez plutôt dans les petits appartements de l'époque des Valois la beauté de ce décor, par exemple, décor grotesque, tout à fait typique du goût de Caprarola ou de Frascati que nous avions parlé ensemble. Ça pourrait même avoir été pris là, mais je vous promets, c'est de Fontainebleau. Ou mieux encore, regardez dans les appartements royaux des plafonds à caissons polygonaux en 3 mois différents. Et or, dans la tradition parfaite de ce que nous avions vu, par exemple, à Sabbionetta sous Vespasien Gonzague. Regardez encore celui-ci, bien sûr, au chiffre royal de la maison de France. Bon, les plafonds sont une chose, mais ce qui est encore plus beau, j'essaie d'y aller en gradation, ce sont les stucs. On a déjà vu les peintures, on vient de voir dans les plafonds, abandon maintenant des stucs. Le voyage à Fontainebleau, de dimanche prochain, vous devez le faire pour les stucs. Les stucs de Fontainebleau, les stucs de Primatis notamment, sont parmi les plus beaux éléments du maniérisme que l'on puisse voir en terre de France. Je vous rappelle, parce que c'est quand même important, que François Ier avait à cette époque-là une maîtresse. Cette maîtresse était la duchesse d'Étampes. Pour loger la duchesse d'Étampes, il lui a fait construire une chambre appartement, qui a été décorée d'histoire de la vie d'Alexandre le Grand, entrecoupée de stucs ornementaux. C'est ce que nous allons voir maintenant. Mais je dois vous dire tout de suite que l'infortune de l'histoire est telle que, sous Louis XV et dans une époque où on aimait son confort, le roi a décidé que, 1, cet appartement se chauffait mal, 2, il n'était pas pratique, et 3, il voulait avoir des escaliers directs pour se rendre au rez-de-chaussée. On a donc froidement abattu le plancher de la chambre de la duchesse d'Étampes, qui est devenu un escalier d'honneur. C'est un miracle qu'on ait gardé les stucs. Alors voilà, intact, mais aujourd'hui dans un escalier d'honneur, voilà les stucs du XVIe siècle. Je le répète, les plus beaux stucs renaissants que l'on puisse voir au monde. Bien sûr, ce ne sont que des figures ornementales, jeunes gens et surtout jeunes filles portant les symboles de la prospérité et de l'amour sous forme de fleurs et de fruits, encadrant des mascarons dans lesquels Primatis avait été donc chargé de peindre les scènes même de la vie d'Alexandre. Mais remarquez déjà maintenant que le canon de Fontainebleau, ce canon de beauté si particulier sur lequel bien sûr nous reviendrons, ce canon se fixe déjà avec ces jeunes femmes extraordinairement élancées, même parfois disproportionnées dans leur élancement même, avec une tête minuscule, un cou extrêmement long, des épaules étroites, une poitrine toute petite et accrochée très haut, un torse long, et des jambes qui, comme vous le voyez, nerveuses d'ailleurs, n'en finissent plus. Ce type très allongé de l'école de Fontainebleau apparaît déjà
dans ces premières années du règne de François Ier. Il y a aussi parfois d'ailleurs lâché là-dedans quelques adolescents assez réussis. Je voulais au moins vous en montrer un, celui-ci. Cette dense Fontainebleau fait donc de peinture murale, de plafond superbe et de stuc qu'ont été déposées les œuvres de Cellini, c'est-à-dire il faut bien que je vous en parle de celui-ci. Les meubles, les objets d'apparat qu'il dessinait, parfois même qu'il exécutait pour le roi. Ces objets, pour les rois, puisqu'il en a servi deux, ces objets pour la plupart ont disparu. Leur caractère précieux avec, au siècle des siècles, ils ont subi des aléas de l'histoire qui ont été souvent fondus. Mais on peut essayer, non pas de les reconstituer, mais de les retrouver lorsque le miracle des ventes les a fait parvenir en des lieux parfois inattendus. Là, nous sommes encore à Fontainebleau. Je voulais vous montrer un meuble typique de cette Renaissance française. C'est un cabinet d'ébène, très joli cabinet, mais certainement pas royal, que le mobilier national a replacé ici pour rendre Fontainebleau moins austère. Nous ne possédons presque plus aucun meuble royaux du Fontainebleau de l'époque. C'est tout à fait typique de ce que nous appelons parfois abusivement le style Henri II, n'est-ce pas? C'est-à-dire ces meubles extrêmement lourds, extrêmement chargés, ces meubles qui ont beaucoup à dire et beaucoup à montrer, et où la sculpture, la peinture et parfois même l'orfèvrerie s'allient pour donner à l'ensemble un aspect encore plus somptuaire. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est sur ces meubles que l'on déposait les pièces d'orfèvrerie qui font l'orgueil des musées qui ont réussi à en acquérir quelques-uns. Voilà un objet de collection parmi les milliers d'objets de collection que contenaient les coffres, les armoires, les secrétaires et les dressoirs des grandes allées de Fontainebleau. Parfois même, d'ailleurs, ce sens de l'ornement allait jusqu'aux monarques et à ses courtisans. En effet, un Benvenuto Cellini, bien souvent, s'est dû commander des armes d'apparat, comme cet admirable casque que vous avez là, qu'on appelle abusivement le casque de Louis XII, puis là on était fait pour François Ier, naturellement pas pour la bataille, mais pour ses représentations somptuaires et typiquement maniéristes qu'on appelait des carousels, c'est-à-dire ces sortes de grandes parades mythologico-militaires dont le XVIe siècle a adoré déployer les fastes. Et avant de quitter Fontainebleau, puisque je vous ai maintenant montré quelques-unes des peintures murales, quelques-uns des plafonds, quelques-uns des stucs, quelques-uns des meubles et quelques-uns des objets que l'on mettait sur les meubles, et par là même pour commencer un petit peu à approcher, disons, ce goût maniériste français, il restait les jardins. Eh bien, dans les jardins aussi, François Ier a fait travailler, surtout dans les parties ombragées des jardins, les parties secrètes. Car c'est là que le goût du mystère du maniérisme pouvait s'étaler le mieux. C'est à Primatis et à Serio qu'il a commandé une œuvre qui est presque digne de la Villa d'Este. C'est ce qu'on appelle la grotte des pins, c'est-à-dire une fausse grotte faite de fausses pierres faussement brutes, avec, pour la garder, de faux atlantes à l'entrée. Je veux dire, c'est de la pierre, c'est une évidence, mais l'aspect antiquissime, usé, cyclopéen et immémorial du lieu est une fantaisie en tête. Alors, ces documents-là pour vous montrer le cadre dans lequel naît l'école de Fontainebleau. Et maintenant, nous passons au peintre de l'école de Fontainebleau. C'est bien systématique, comme vous pouvez voir, car en effet, nous avons vu l'introduction du goût italien par François Ier. L'avènement de la première école de ce goût italien, ce sont des Italiens, Primatis, Niccolò della Barra, Cellini. Nous les avons vus se faire admettre par le roi et le milieu de la cour de France, nous les avons vus officialisés par ce roi et cette cour de France, et nous avons vu naître Fontainebleau. Maintenant, ces artistes, le temps a passé, puis tout à l'heure, ils sont vieux, ils passent la main. Et ils passent la main à ceux qui ont été d'abord leurs croyants de couleur, puis leurs assistants, puis leurs élèves, puis leurs disciples, et puis ceux qui sont devenus une belle fois peintres indépendants, c'est-à-dire l'école des jeunes Français devenus grands car Dieu leur a prêté vie, qui seront les peintres de Fontainebleau. Nous arrivons maintenant à la peintre de Fontainebleau. Et si vous êtes d'accord, dans un premier temps, je vais vous montrer une série d'œuvres françaises, cette fois-ci, pinceaux français, couleur française, des peintres français donc, qui ont signé la reprise en main de la Renaissance italienne en France. Voilà une des premières œuvres à l'italienne mais faites par un français.
Et encore une fois, un homme qui a travaillé autour et avec l'équipe des Italiens. Ce que vous avez là, c'est de François Clouet, donc le fils de Clouet, le fils du grand Clouet, si vous le voulez. Et c'est l'un des premiers tableaux très typiques de ce goût nouveau, c'est le bain de Diane. Et regardez en particulier le personnage de droite, c'est absolument en peinture ce qu'étaient les stucs de la chambre de la Duchesse d'Étampes tout à l'heure. Exactement le même volume, exactement la même petitesse de tête, longueur de cou, petitesse de poitrine placée haute. Autrement dit, vraiment, le goût de ces Italiens a été assez ingéré par ces jeunes Français pour qu'ils livrent à leur tour des œuvres comme celles que vous avez ici. Donc, puisque j'en suis dans un premier temps à vous présenter les peintres français de l'école de Fontainebleau, voilà un peu leur aîné à tous, François Clouet, donc le premier peintre à l'italienne d'une dynastie de peintres farouchement à la française, ça va de soi. À ses côtés, et presque son contemporain, son collaborateur d'ailleurs, voilà Jean Cousin. Ici, aussi un tableau extrêmement curieux par ses couleurs, avec ses bleus et ses gris presque transparents. C'est une allégorie de la charité. Cette œuvre-là est aujourd'hui conservée au musée Fabre de Montpellier. Et c'est certainement la première œuvre de style italianisant de Maître Cousin. Mais c'est un peu son coup d'envoi, car ce Cousin-là sera certainement l'un des peintres les plus représentatifs de l'école, avec de grandes compositions, dont celle-ci. Et ceci, c'est vraiment l'un des plus beaux tableaux de l'école de Fontainebleau, Eva Prima Pandora. Ce tableau extrêmement étrange et mystérieux d'ailleurs a un sens, sans doute aucun. Ce sens nous échappe en grande partie. Il s'agit, le titre l'indique, de Ève, considérée comme la première des Pandores. C'est vrai qu'on doit tous les mots du monde à Ève quand on est chrétien, on doit tous les mots du monde à Pandore lorsqu'on est païen. Donc Eva Prima Pandora est un titre qui se comprend. Mais sans doute, cette peinture cache-t-elle une forme de charme, si vous le voulez, car il est presque certain qu'il s'agit d'un portrait idéalisé de celle par laquelle toute faute dans la dynastie des Valois est arrivée, Diane de Poitiers. Donc ce serait au fond une forme de tableau d'attaque, si vous le voulez, ou de tableau charme. Ça nous importe que peu. J'aimerais surtout que vous admiriez combien de la charité a cette Eva Prima Pandora. Le génie de Cousin s'est affiné. On avait une robustesse un peu flamandisante dans la charité de tout à l'heure. Vous direz que c'est son métier, somme toute. Mais regardez combien ici, au contraire, le nu est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus linéaire, en même temps beaucoup plus immatériel. Il y a presque ce côté vénitien, un peu froid, un peu gelé, mais quand même, il y a presque un côté un peu vénitien dans cette œuvre-là. Jean Cousin, donc, sera à côté de Clouet, l'un des premiers grands peintres de Fontainebleau. Et sitôt après, c'est le lâcher de la meute, si j'ose dire. C'est-à-dire que sitôt après, ce sont les peintres qui ont si bien compris le goût de la cour et le goût du roi qu'ils osent de plus en plus. C'est-à-dire que les têtes deviennent de plus en plus petites, les coups de plus en plus longs, les jambes de plus en plus infinies, les pieds de plus en plus minuscules, les mains presque javanaises à force d'être déliées. Autrement dit, on a des tableaux d'une sophistication irritée et irritante qui, à l'époque, étaient absolument adoré de lui. Ce troisième peintre-là, c'est le maître de fleurs. On l'appelle maître de fleurs parce que son plus célèbre tableau est une fleur. Et son nom, malheureusement, étant inconnu, on le désigne sous l'appellation de maître de fleurs. L'œuvre que vous avez sous les yeux se trouve aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art de New York. Mais regardez le tableau, il est étourdissant. C'est la naissance de Cupidon. Regardez que Vénus ne pèse pas du tout sur son lit. Elle flotte au-dessus de son oreiller. De même que flotte d'ailleurs en une sorte de chorégraphie un peu à la Fuseli, avant la lettre bien sûr, tous les personnages qui entourent l'épiphanie de l'amour qui est en train de naître. Un tableau vraiment d'une étrangeté tout à fait singulière. Ami du maître de fleurs, et au fond à l'opposé de son génie, voilà Ambroise Dubois. Et qui, au contraire de cette sorte de légèreté immatérielle du maître de fleurs, cherche une forme de solidité qu'il appuie par l'usage de trancher la lumière et l'ombre. Dans un siècle, on appellera ça le clair-obscur. À l'époque de Fontainebleau, ça ne s'appelle pas encore le clair-obscur. C'est aussi une façon sophistiquée, si vous le voulez, étrange et bizarre, donc une façon qui plaît d'envisager le réel.
Nous continuons pour arriver au plus singulier de tous, c'est d'ailleurs le dernier des peintres nommés et nommables, si l'on peut dire, c'est Antoine Caron, le peintre préféré de Catherine de Médicis. Et je crois me souvenir que quand je vous avais parlé des fêtes de la Renaissance, j'avais eu l'occasion de vous montrer le dessin d'un carrousel royal créé par Antoine Caron pour Catherine de Médicis. Mais cette fois-ci, on voit mieux que cela, on voit peinture et non plus les dessins. Un étrange tableau qui représente Auguste et la Sibylle de Tibur. Je vous rappelle que selon la tradition chrétienne, c'est curieux mais c'est comme ça, la Sibylle de Tibur aurait prédit à Auguste la naissance du Christ. Vous assistez donc au moment où Auguste en tombe à genoux d'émotion, c'est un beau sens prophétique et dogmatique, devant les révélations de la Sibylle. C'est d'ailleurs beaucoup moins la Sibylle et Auguste qui m'intéresse que le ballet de cour qui est autour. Car vous voyez bien qu'en fait, Antoine Caron peint des fêtes. Ces tableaux sont des fêtes. C'est organisé comme une scène de théâtre, c'est réparti comme les portants d'un décor de théâtre, et les différents groupes de personnages ont un sens chorégraphique digne des mises en scène de théâtre de l'époque. Vous voyez en effet ici les prétoriens, les nobles dames, le public lui-même, installé dans un décor absolument étourdissant. C'est une sorte de cartographie de monuments étranges et bizarres dans lequel Antoine Caron se plaît, avec une minutie de flamand d'ailleurs, à montrer son goût du bizarre. Regardez, il y a un tournoi médiéval au fond, mais qui se passe entre quelque chose qui est presque le Panthéon et quelque chose qui est presque le baldaquin du Bernin à Saint-Pierre, quelque chose qui est presque l'obélisque de Luxor, et je crois pas. Il y a là-dedans une sorte de jeu et de sens du jeu qui donne à la peinture de Caron vraiment toute son étrangeté. Or, vous remarquez que le mot étrange, je n'ai pas arrêté de le prononcer. En fait, chacun des peintres que je vous ai présentés, exception faite peut-être du premier Clouet, chacun des peintres a son étrangeté. Le vénétianisme languissant de Cousin, par exemple, le caractère débridé du maître de Flore, par exemple, la solidité du clair-obscur d'un Dubois, par exemple, et maintenant l'insolite d'un Caron font que vraiment chacun de ces peintres a, à proprement parler, cultivé le bizarre. Toujours de Antoine Caron, un tableau plus curieux encore, cela s'appelle « Les funérailles de l'amour ». Alors je ne fais peut-être pas d'épilogue sur l'œuvre elle-même, elle est elle aussi dans l'esprit de Fontainebleau, ça va de soi. L'amour, ça s'enterrait à Fontainebleau. Arrivons-en maintenant un tout petit peu plus loin à la justification des sujets de Fontainebleau. Je vous ai présenté les artistes d'abord, de Clouet à Caron. Je vais vous présenter maintenant les sujets. Les sujets de Fontainebleau sont naturellement des sujets complexes. Plus c'est complexe, plus ça plaît. Mais ces sujets complexes se recoupent, si vous le voulez, dans un domaine culturel. Ce domaine culturel, c'est l'Antiquité. Tout est prétexte à Fontainebleau pour se référer à l'Antiquité. Pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que la Renaissance, en particulier, a plongé ses racines dans l'Antiquité. Donc elle est omniprésente, bien sûr, à Fontainebleau. Mais elle est encore plus omniprésente que partout ailleurs au monde. Pourquoi? Parce que l'Antiquité régnait à proprement parler à Fontainebleau. N'oubliez pas en effet que ce château de Fontainebleau a eu pendant près de 40 ans une égérie. Et cette égérie avait la chance de porter un prénom antique. Ce prénom antique, c'était Diane. La dame, c'est bien sûr Diane de Poitiers. Toute œuvre célébrant le roi ne pouvait que célébrer Diane de Poitiers. Et comme on avait le bon goût d'oublier de Poitiers, parce que ça aurait fait de la peine à certains, on a gardé Diane. Et Diane est devenue ainsi le motif obsessionnel, je crois pouvoir le dire, de toute l'iconographie de Fontainebleau. Tout tourne autour des dieux de l'Antiquité, mais en particulier tous les dieux tournent autour de Diane. La vraie souveraine de cette France de Fontainebleau, la vraie souveraine des murs et des parcs de Fontainebleau, c'est pas du tout Catherine de Médicis, elle le viendra plus tard. Pour l'heure, c'est Diane de Poitiers, dont la beauté triomphante a servi d'archétype à plus d'un demi-siècle d'iconographie noble. Alors, je vous ai amené quelques œuvres, maintenant pas non plus d'artistes, mais de sujets, quelques œuvres autour du thème de Diane. Que ce soit les traits de Diane de Poitiers ou non, ne compte pas.
Que Diane de Poitiers ait eu une petite tête, un long cou et une poitrine haute accrochée et des jambes musclées, si j'ose dire, ne compte pas. Permettez-moi simplement de vous rappeler que quand le tableau a été peint, Diane avait une bonne quarantaine d'années. Permettez-moi de vous dire que même en se conservant à plaisir, car vous n'ignorez rien, j'espère, des secrets de Diane de Poitiers, à 40 ans, n'attend même plus tout à fait cette allure-là, l'important c'est de voir le symbole. Diane n'est même pas une présence physique, elle est un symbole, elle est un hiéroglyphe, si vous le voulez. Elle est le hiéroglyphe de la beauté, elle est le hiéroglyphe de la lumière, elle est le hiéroglyphe de l'harmonie et de la perfection. Voilà en quoi, dans ce tableau, anonyme hélas, mais d'une qualité suprême, aujourd'hui conservé au Louvre, c'est Diane qui est le prétexte, à proprement parler, de l'œuvre. Alors, Diane fera triompher dans l'école de Fontainebleau ce sens des nus, ce sens du nu, si vous le voulez, extrêmement froid. On a parlé de nu glacé, on a même parlé de nu pincé, ce qui est assez juste d'ailleurs. Ces nus extrêmement froids, si vous le voulez, convenables jusque dans le plus débridé des érotismes. Diane donc a, si vous voulez, patronné la naissance de ces nus marmoréens qui vont s'étaler dans toute la peinture de Fontainebleau. D'abord, avec des prétextes mythologiques. Vous venez de voir Diane chasseresse tout à l'heure, voilà Vénus à sa toilette, également d'ailleurs dans l'anonyme de l'école. Alors là encore, le prétexte pour développer cet admirable nu est la mythologie, c'est la déesse qui se regarde dans le miroir, ce sont les amours qui lui tendent ses peaux à onguent, et si j'ose dire, la vertu est sauve. Oui, mais la liberté des mœurs de ce même XVIe siècle, cette faculté qu'a Diane, la vraie cette fois-ci, de faire triompher partout et sa gorge et ses jarrets, font qu'on s'habituera bon an mal an au nu et que le nu va se mettre à triompher partout. Regardez ce tableau étonnant, et au peintre ordinaire de la Favorite, peintre ordinaire de Gabriel, il s'appelait Toussaint Dubreuil. Ça n'est plus Vénus, ça n'est même pas Psyché, ça n'est même pas Cariclée qui est au magasin des accessoires, c'est le lever d'une dame, tout simplement, qui, vous le voyez, sort de son lit à gauche, se fait tendre sa robe d'intérieur, puis ensuite va se préparer à la coiffeuse qui se trouve à droite. Donc même plus de prétexte mythologique maintenant, c'est cette forme de sensualité exaltée par Diane qui prend pied en plein Fontainebleau. Le coup d'envoi d'ailleurs, le manifeste d'ailleurs, sera ce tableau célébrissime que je pense tout le monde connaît. Ce tableau célébrissime, il est toujours dû à un anonyme, comme tous ceux que vous allez voir dans la grande série des dames à leur toilette que je vous présenterai, qui sont des œuvres sublimes d'ailleurs. Ce grand tableau qui est le premier pose mille et mille questions, bien entendu. Vous savez qu'il est anonyme, je viens de le dire. Vous savez pourtant qu'on s'accorde à peu près à reconnaître les modèles. Il s'agirait en fait de Gabrielle d'Estrées et de sa sœur, la duchesse de Villars. En effet, les deux modèles ressemblent, un peu idéalisés, mais ressemblent à des effigies que nous avons des deux dames, l'une Favorite royale, comme vous le savez. À partir de là, l'étrangeté de la composition, ces deux dames qui surgissent du baignoire pour se pincer les seins, ont donné lieu à mille et mille exégèses possibles. Selon les uns, on montrerait par là que la Favorite attend un enfant du roi. Voilà pourquoi on pince le sein pour montrer que, bon, enfin, vous avez compris. D'ailleurs, l'anneau qu'elle tiendrait à la main serait un gage de fidélité royale. Pour les autres, il s'agirait en fait de au moins l'un des personnages, Gabrielle d'Estrées, mais l'autre est une de ses tendres amies, et par là même, l'œuvre prendrait un sens complètement différent. Pour les derniers en date, et je trouve là l'explication extrêmement séduisante, pour les derniers en date des exégètes, il s'agirait en fait de peintures, si j'ose dire, stigmatisant les mœurs de Fontainebleau à cette époque-là. C'est-à-dire que ces deux dames à la toilette auraient été peintes dans les milieux huguenots principalement, pour montrer les horreurs de la cour, c'est-à-dire pour montrer en fait combien le vice régnait jusqu'aux plus hauts endroits et jusqu'au plus haut degré de la cour. Je trouve séduisant l'hypothèse, mais je me demande vraiment si on fait appel à un si bon peintre, travaillant avec tant d'amour, pour simplement dire, regardez comme c'est affreux. J'ai quand même quelques doutes. Mais toujours est-il que, quelle que soit l'explication que l'on puisse choisir, ce thème iconographique patronné, justifié et exalté par Diane de Poitiers va gagner littéralement
tout le monde de l'aristocratie de Fontainebleau. Vous venez de voir Gabrielle d'Estrée et la duchesse de Villars, je vais vous en montrer bien d'autres. Voilà encore une de ces dames à l'étude, car vous voyez qu'elle est toujours dans son baignoire, mais cette fois-ci avec une étrange maternité, et bien celle-là, c'est Gabrielle d'Estrée. Vous voyez que la scène se passe, c'est un tableau extraordinaire, il faut beaucoup plus de temps qu'on ait pour vous en montrer toute la saveur et l'étrangeté. La scène se passe, je vais quand même essayer, dans un intérieur complètement flamand. J'entends, ça a un côté paupériste, misérabiliste, qui est tout à fait, comment dire ça, à la flamande. Il y a la cheminée qui fume, il y a la servante avec l'eau et le pot, il y a les petits tableaux au mur. À un siècle près, on se croirait dans un mauvais Vermeer, si vous le voulez. Il y a la grosse nounou avec l'enfant, très bien. Et tout ça est complètement mis en contraste avec la rigidité fantomatique ou presque du nu italianisant du premier plan. Donc il y a vraiment une espèce de choc culturel dans une œuvre comme celle-ci qui paraît tout à fait extraordinaire. Mais c'est encore rien, vous allez en voir de bien plus belle. Je vais en effet vous montrer, pour conclure cette série sur les dames à la toilette, 3 de ces dames à la toilette, duel des artistes anonymes et représentants des modèles anonymes. Or, je vous demande de bien remarquer que toutes ces dames à la toilette se situent dans le même décor. Toutes sont accompagnées à l'arrière-plan de même servante en train de fouiller dans les coffres. Toutes ont devant elles un miroir et toutes obsessionnellement tiennent d'une main une bague et de l'autre se touchent l'entresein. Or, elles ne se touchent pas l'entresein. L'explication est la suivante. Elles ne se touchent pas l'entresein, elles voilent pudiquement le portrait de l'homme aimé qu'elles portent au-dessus du cou. Ces tableaux de dames à la toilette, voilà maintenant la bonne explication, est encore plus récente que celle de la stigmatisation huguenote de tout à l'heure. Les dames à la toilette de Fontainebleau sont des cadeaux qu'on appelait à l'époque gages d'amour. On offrait ça à l'élu de son cœur en le cachant, puisqu'on savait bien que l'élu de son cœur allait le mettre aux parois et que bien souvent, c'était peut-être pas des passions dans les aux parois, n'est-ce pas? On cache le portrait de l'être aimé d'une main, mais on tient la bague, gage de constance, de l'autre. Et on en profite pour se montrer dans l'exaltation de sa splendeur. Alors voilà donc ce premier tableau. Je vais vous en montrer un détail parce que c'est une œuvre superbe. Voilà. Celui-là se trouve au musée de Dijon. Je vous en montre un deuxième. Mais ça n'est pas le même artiste, ça n'est nettement pas le même modèle, mais pourtant c'est exactement la même composition, même servante, même miroir, même bague et même geste. De qualité, c'est bien meilleur que le précédent. D'ailleurs, je le dis au passage, regardez la beauté de la main qui cache le portrait, c'est absolument extraordinaire. De celui-là aussi, si vous voulez bien, je vous montre un détail. Vous remarquez la transparence étonnante du voile, qu'on ne voit presque pas, mais qui pourtant est là. Et je vous en montre une troisième et dernière, la plus curieuse de toutes d'ailleurs, parce qu'elle a une rigueur presque médiévale encore, bien qu'elle soit résolument de Fontainebleau. Je l'ai mise à la fin, donc un peu en classe privilégiée, parce que c'est celle que vous irez voir, non pas dimanche prochain, vous êtes déjà pris, mais celui d'après. En effet, elle est à Bâle. Donc vous exposez au cheval, celle-ci. Elle aussi, si vous permettez, je la présente avec un détail. C'est certainement l'une des plus belles qui soit. Autrement dit, vous voyez, dans cette grande série qui nous a amené depuis Diane Chasseresse jusqu'à ces femmes gages d'amour, ces femmes à la toilette, vous aurez remarqué combien prime la figure de la femme, mais encore une fois dans une sensualité et même une forme, si vous le voulez, d'érotisme extrêmement marqué. Voilà donc en conclusion de cette partie-là ce que je voulais montrer, ça me paraît un tableau de Fontainebleau ô combien révélateur des aspirations du temps. C'est la femme triomphante des deux âges.
C'est le sujet original du tableau. La femme triomphante des deux âges. Et je pense inutile de l'expliquer, l'explication vient d'elle-même. C'est vers l'homme jeune qu'elle va chercher la passion, mais c'est vers le monsieur de droite qu'elle va chercher la bague et les deniers. Quant à elle, elle triomphe, vous voyez, dans une sorte de nudité extraordinairement païenne entre deux messieurs qui pourtant, eux, sont parfaitement boutonnés, si j'ose dire, mais aussi là, une forme, si vous le voulez, de suggestion érotique qui est tout à fait extraordinaire. Il est temps maintenant, nous avons vu plusieurs œuvres de Fontainebleau, d'abord des œuvres, appelons-les signées, Clouet, Cousin, Dubois, Caron, Dubreuil, puis aussi beaucoup d'œuvres anonymes regroupées autour des grands thèmes, dont le thème du nu et en particulier de la femme à la toilette. Il est temps maintenant que nous fassions la synthèse. Or, pour faire la synthèse de Fontainebleau, je me suis plus adressé à la peinture, justement parce qu'elle n'est pas tellement que ça. Mais deuxièmement, parce que c'est peut-être pas l'art le plus révélateur de Fontainebleau. L'art le plus révélateur de Fontainebleau, en effet, c'est la gravure. Voilà pourquoi, pour faire la synthèse de ce que veut représenter l'école de Fontainebleau, je vous ai amené quelques-unes des grandes gravures du temps. Alors, c'est une synthèse, appelons-la un peu systématique, si vous voulez. C'est-à-dire, je vous donne les grands axes des aspirations esthétiques de Fontainebleau. Premier axe. Les maîtres de l'école de Fontainebleau sont à l'école de l'Italie. Et l'héritage italien est présent partout, et même doit être présent partout. Exemple, cette gravure-là qui représente Eliezer et Rebecca, due à un maître graveur français, le maître L.D., on l'appelle LD faute de mieux, c'est son monogramme, mais sa véritable identité nous échappe. Eh bien, les personnages qui composent cette scène sont tous tirés des grandes peintures, des stances de Raphaël au Vatican. Absolument tous. C'est une recomposition pleine de respect et d'humilité sur un air connu. Je vous montre cela simplement pour que vous sachiez qu'en tout peintre de Fontainebleau, il y a l'héritier d'un Italien qui sommeille. Et même, il ne sommeille pas tellement souvent. Donc, première constatation, obédience au grand maître et au grand modèle italien. Deuxième, un maître de Fontainebleau respectueux de l'héritage italien se doit alors d'adopter un style infiniment personnalisé. Infiniment personnalisé, c'est le mot, c'est-à-dire votre personnalité peut être ce qu'elle veut, pourvu qu'elle soit infiniment quelque chose. Vous pouvez donc, comme ce maître-là, être infiniment véhément, infiniment violent, infiniment passionné, presque même infiniment romantique. Regardez la violence de cela, c'est des flots de pierre, une barque de pierre, il y a des abdominaux de pierre, le tout dans une espèce de mouvement presque baroque à force d'être maniériste. Vous pouvez donc être véhément à condition d'être infiniment véhément. Ou alors, à l'opposé, vous pouvez être froid, glacial, immobile, pourvu que vous soyez infiniment froid, infiniment glacial, infiniment immobile. Et la figure décorative, à mon avis, est un admirable exemple de ce silence du burin qui est exactement aux antipodes du cri du burin de l'œuvre qui vient de suivre. Donc, respect aux normes italiennes, à condition de développer un style dont la personnalité soit infiniment apparente. Troisième constatation, pour être un maître de Fontainebleau, il faut maîtriser admirablement l'art de l'ornement. Voilà pourquoi, dans les œuvres de Fontainebleau, tout est prétexte à l'ornement. Souvenez-vous, les peintures de Primatis, elles sont entourées d'ornements extraordinaires en stuc. Souvenez-vous les appartements de la duchesse de Tampes, ils sont exaltés par des ornements de stuc, etc. Même le miroir des dames à la toilette tout à l'heure était des pièces d'orfèvrerie ornementales incroyablement chargées. Donc, troisième constatation, l'ornement est primaire, même prioritaire à Fontainebleau. En voici quelques exemples avec un modèle pour un stuc, ici, dû au graveur Fantuzzi, ou encore un modèle pour un plafond. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer pour vous montrer que c'est de l'ornement débridé. Vous voyez bien tout seul, je pense. De même, d'ailleurs, de Fantuzzi de nouveau, une série de projets pour des vases décoratifs dont là encore la folie vous est certainement immédiatement apparente. Donc ces trois premières constatations
héritage italien, primat du style et primat de l'ornement concernait l'esthétique. Nous passons maintenant un peu plus loin, nous passons à la portée des œuvres. L'esthétique doit obéir aux 3 lois fondamentales que nous avons vues. Les sujets eux-mêmes, le traitement des sujets lui-même, doit obéir aux impératifs de l'amour à ce moment-là, c'est-à-dire sensualité à l'extrême, même érotisme à l'extrême, mais traité toujours comme au 2e degré. Je vous ai parlé tout à l'heure de sensualité gelée, et j'ai même avancé l'expression de sensualité pincée, qui me paraît, je le répète, sérieuse, me paraît excellente. C'est-à-dire qu'on développe tout au long de ces parois, dans les portefeuilles des graveurs, sur les salières royales même, des nus d'une opulence splendide, des nus donc d'une sensualité extrême, et toujours comme regardés au 2e degré. Et eux-mêmes semblent se regarder au 2e degré. C'est de l'érotisme froid, c'est de l'érotisme à moins 18, vous voyez. Alors vous avez un bel exemple ici avec cette Diane, c'est d'ailleurs une chose absolument extraordinaire, Diane de Maître L.D. J'en veux un 2e exemple d'ailleurs. Regardez combien elle est splendide et indifférente. Pas tout l'or du monde tombe entre ses cuisses, là ça tombe pas ailleurs, le graveur l'a bien montré, n'est-ce pas? Érotisme donc, mais dans l'indifférence la plus générale et totale, n'est-ce pas? Et 3e œuvre de Maître L.D. Là, vous avez le droit de fermer les yeux. C'est donc une œuvre s'amusant à mutiler un satyre. On n'a pas l'air d'accord du tout, d'ailleurs. Mais là encore, regardez avec quel détachement elle coupe. Vous avez de nouveau une œuvre qui devrait être violente, mais qui est calmée par cette espèce de total détachement qui est si propre à l'école de Fontainebleau. Si cette sensualité ne tend pas à votre tempérament, il ne vous reste alors plus qu'une ressource, c'est la dernière loi que je voulais aborder ce soir. Cette loi, c'est d'être bizarre. Si vous n'êtes pas mythologico-sensualiste, au moins soyez bizarre. Et parmi les maîtres graveurs de Fontainebleau, il est apparu des personnages extraordinaires qui ont été avant la lettre des sortes de surréalistes. J'en veux pour preuve quelques planches que j'ai empruntées à un artiste parmi les plus bizarres que je connaisse au XVIe siècle. Il s'appelle Juste de Juste, et ce Juste de Juste est spécialisé dans des petites gravures montrant des personnages extraordinairement écorchés, extraordinairement énervés, extraordinairement bizarres. C'est vraiment parmi les gravures les plus étourdissantes qui soient, surtout lorsqu'on apprend qu'elles ont été exécutées aux environs de 1560-65, n'est-ce pas? Une troisième parmi les plus curieuses. Et comme vous pourriez peut-être penser que Juste de Juste est un cas psychopathique isolé, et je tiens à vous montrer qu'au contraire, il s'inscrit dans tout ce courant d'une quête effrénée du bizarre, j'ajoute une œuvre de l'un de ses collaborateurs et amis, c'est Del Barbiere, dont vous avez ici cette incroyable conversation de ce que n'est écorché. Vous croyez, parce que ça vous sécurise, comme j'ai cru parce que ça me sécurisait, que c'était le frontispice d'un livre d'anatomie. Pas du tout. L'œuvre que vous avez là est une planche parfaitement indépendante. C'est ce qu'on appelait à l'époque un caprice. Eh bien, vous voyez que vraiment, le sens du bizarre est poussé à Fontainebleau jusqu'à son maximum. Et je voulais montrer les châteaux de Sully-sur-Loire, Tanlay et Ancy de France. Quelques vues comme ça qui vous montreront un Fontainebleau au 2e degré. Les 3 exemples de châteaux que j'ai choisis vont en gradation, c'est-à-dire on va aller du moins au plus Fontainebleau, ça va de soi. Alors nous sommes d'abord à Sully-sur-Loire, je raccourcis mes histoires des châteaux, vous savez, je pense que Sully-sur-Loire a appartenu à Sully. Il a hérité, Sully, le ministre de Henri IV, il a hérité de Sully médiéval et il l'a discrètement renaissancisé. Alors voilà d'abord juste quelques éléments pour vous rappeler l'aspect médiéval de cette petite forteresse de Sully, avec un des plus beaux chemins de ronde que l'on puisse voir.
Et d'ailleurs, du coup, je dois le dire, on a des mieux conservés. Et comme je vous le disais, parce qu'après tout, Sully n'a rien de Diane de Poitiers, la présence très discrète d'éléments renaissants dans la cheminée, voilà, avec, vous le voyez, les armes de famille, entourés par deux personnages dans un esprit qui s'approche déjà de l'esprit de Fontainebleau, et puis, dans la chambre à coucher, un plafond où étrangement apparaît une nymphe de Fontainebleau qui s'est d'abord égarée de son bosquet natal jusqu'à Sully-sur-Loire, et enfin, l'admirable usage à Sully de ces faux marbres en trompe-l'œil à l'italienne qui ont été si à la mode au XVIe siècle. Mais je dois dire que je n'en ai pas trouvé à Fontainebleau d'aussi beau qu'à Sully. Donc si vous êtes amateur, Sully-sur-Loire, c'est pas si loin que ça. Sully, je vous le disais, l'apport Fontainebleau est discret. Nous allons donc maintenant passer plus loin. Ça, c'est à mon sens l'un des plus beaux châteaux de Bourgogne que l'on puisse voir. C'est Tanlay, celui-ci. Et je vous rappelle que Tanlay a été entièrement construit par les trois fils du grand connétable de France, parmi lesquels surtout Gaspard de Coligny. Vous savez que c'est un château Coligny, en fait, Tanlay. Et c'est pour ça qu'il était l'un des bastions du parti Huguenot. C'est important pour tout à l'heure, vous verrez. Alors, je pense chacun le sait, c'est un château d'une architecture admirable. Il a été d'ailleurs dessiné par Serlio. Serlio n'a pas suivi les travaux, mais il a dessiné les corps de Tanlay avec ses très curieux obélisques à l'entrée. Il a dessiné aussi l'implantation du château dans son jardin. D'ailleurs, c'est une implantation vraiment glorieuse. Il a dessiné également le corps d'orangerie que vous avez là. Et surtout, il a dessiné des appareils si curieux, ces appareils en bossage qui annoncent tout à fait Palladio. C'est une sorte d'étrange palladianisme en terre de France. Il a dessiné ces bossages irréguliers qui marquent les encadrements de fenêtres. Donc déjà, à soi seul, le bâtiment de Tanlay est une œuvre parfaitement renaissante, et même, disons-le bien, parfaitement maniériste. Mais il y a à Tanlay une curiosité qui se trouve dans la chambre circulaire d'un haut de tour. Cette tour s'appelle la tour de la Ligue. Et dans cette chambre haute, il y a un décor à fresque que je tenais vraiment à vous montrer. Un, parce qu'il n'est pas connu. Deux, parce qu'il est très bizarre. Et trois, parce que le sujet est vraiment extraordinaire. Ce décor de la tour de la Ligue, ça n'est rien d'autre qu'une sorte de stigmatisation de la cour de France par des Huguenots farouches. Je vous rappelle que Gaspard de Coligny était le frère du propriétaire du château et que Tanlay était vraiment un des fiefs actifs du parti Huguenot. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Pour ne pas être censurés immédiatement et surtout pour ne pas être importunés immédiatement par la police royale, ils ont fait peindre par un peintre de l'école de Fontainebleau l'Olympe des dieux. Et alors, il y a les bons dieux et les mauvais dieux. Et naturellement que les bons dieux sont protestants et que les mauvais sont catholiques. Alors, au centre, voilà Jupiter triomphant. Sur les murs, voilà ce que ça donne. Une peinture absolument étourdissante, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment mauvaise, qui n'est pas vraiment bonne. C'est certainement un élève de François Clouet, parce que c'est tout à fait sa manière, mais traité de façon, si j'ose dire, plus libre. Et alors, surtout, ce qui est amusant, chacun des personnages représente un dieu. J'ai failli dire les fesses de devant. La dame de devant, pardon, c'est Junon qu'on reconnaît avec son pan, bien entendu. Puis vous avez Apollon, etc. Chacun des personnages est donc un membre et un représentant de la cour de France. Et comme je vous le disais, il y a les bons et il y a les méchants. Alors, au centre de tout cela, il y a Janus. Or, regardez ceci, Janus a deux visages, mais une seule couronne. Pourquoi? Parce que c'est la représentation de la monarchie française. Pourquoi? Parce que le roi regardait du côté des protestants et que la reine-mère tenait au parti des catholiques. Voilà comment Janus devient une sorte de
de charge idéologique contre Henri et Catherine. Et je répète, tous les autres personnages seraient, si nous en avions le temps, identifiables. Ça, naturellement, c'est les bons. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, si vous remarquez, ils ont des yeux grands ouverts. Voilà, ça, ce sont naturellement les bons. Avec la plus étrange, peut-être, des peintures et des portraits de Gaspard de Coligny. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il avait encore son titre d'amiral. Voilà pourquoi il est devenu Neptune. Assez curieux. Et puis, il fallait quand même finir par les mauvais, parce que c'est toujours les plus intéressants. Naturellement qu'au centre des mauvais, il y a Vénus elle-même en train de flirter avec son propre fils. C'est Diane de Poitiers, ça va de soi. Voilà le portrait de Diane de Poitiers, accompagné ici du grand sénéchal de Molévrier qui est représenté en Mars. Peinture, je le répète, à la fois naïve et engagée, ce qui lui donne peut-être son aspect assez attachant. Nous terminons avec le troisième et dernier, le plus beau d'ailleurs de tous les châteaux, c'est Ancy-le-Franc, le plus riche d'ailleurs des châteaux maniéristes du bassin de Bourgogne encore. L'architecture d'une part est ma foi fort belle, on l'attribue aussi à Serlion. Les boiseries intérieures ont une qualité comme vous n'en verrez nulle part ailleurs. Ça sera pour le 4e dimanche. Mais regardez la beauté de ce chapiteau corinthien, regardez la beauté de ces hommes, regardez la rigueur de ces cannelures, c'est absolument étourdissant. Décor intérieur sublime, avec un réseau de plafonds. Vous direz que je suis un obsédé des plafonds depuis quelques semaines, c'est peut-être un peu vrai, mais enfin bon, un réseau de plafonds qui est encore supérieur à celui de Fontainebleau. Plafond sculpté en plein bois, vous en avez ici un en particulier qui est inouï, mais attendez, regardez ça. Deuxième. Voilà. Et alors, un décor de peinture, il arrive maintenant, un décor de peinture étonnant. Déjà, alors à l'entrée, le ton est donné, on a un tableau très très curieux et très intéressant représentant le jugement de Paris. C'est certainement aussi une œuvre de Fontainebleau, mais chose très curieuse, si vous y regardez de près, c'est bien sûr anonyme, ça va de soi, on sent très bien que du côté des dames, le monsieur est inspiré par la peinture flamande, et du côté des messieurs, il est inspiré par Fontainebleau. Très très curieuse d'ailleurs, double esthétique dans une œuvre comme celle-ci. Alors ça c'est juste pour vous donner le ton, et maintenant nous visitons un tout petit peu ce château avec des décors de grotesques étonnants, et entre ces décors de grotesques, des lunettes à travers lesquelles apparaissent des peintures ayant pour, comme de bien entendu, trait à la mythologie gréco-romaine, mais dans un état de fraîcheur de couleur étourdissant. Là, je pourrais dire que c'est l'anti-Fontainebleau, c'est vraiment l'éclatement de couleurs splendides. Certaines de ces peintures sont d'ailleurs exécutées au mur même, et c'est ainsi qu'on peut voir un cycle presque comparable de qualité au grand cycle de Fontainebleau. C'est une bataille de Pharsale, dont les dessins auraient été faits par Primatis lui-même, et l'exécution confiée à des élèves, une bataille de Pharsale en grisaille, dont je vous montre ici quelques détails. Alors, pour ceux qui aiment la grande peinture épique, pour ceux qui apprécient de près ou de loin la qualité d'étrangeté de l'école de Fontainebleau, véritablement cette galerie de Pharsale au château d'Ancy est un pèlerinage à faire. Regardez les raccourcis, regardez la violence des attitudes, regardez le jeu des costumes, regardez la beauté de ces chevaux. C'est une œuvre admirable que vous avez ici. Un peu plus loin encore, une autre galerie, encore plus curieuse d'ailleurs, nous montre en grisaille toujours, mais cette fois-ci une grisaille en trompe-l'œil de pierre, une série de peintures représentant les sacrifices à l'antique, c'est-à-dire en fait les grands sacrifices que les Grecs et les Romains pouvaient consentir. Ici, le sacrifice du taureau, comme vous pouvez voir. Peinture, inutile de vous le dire, de l'école de Fontainebleau toujours. Ici, le sacrifice de la genisse. Je trouve qu'elle n'a pas de tête de genisse, mais enfin c'est écrit dessous. Et même ici, le sacrifice du bouc. Ça aussi, je veux bien croire. Là encore des peintures curieuses, disons. Enfin, tout à fait dans ce ton d'étrangeté
qui est propre à l'époque que nous traversons ce soir. En plus de cela, vous découvrirez, hormis les boiseries, hormis les plafonds, hormis les cycles de peinture, quelques meubles que les châteaux royaux, eux, n'ont pas su conserver. En particulier, un cabinet d'ébène incrusté de nacre, qui est certainement l'un des plus beaux du monde, si ce n'est le plus beau du monde. C'est le cabinet des Caprices des Dieux qui avait été exécuté par les ébénistes de la cour de Fontainebleau pour les seigneurs de Ancy-le-Franc. Et il y a même, et ça sont absolument adorables, dans les appartements de l'arrière petite-fille, c'est-à-dire plein XVIIe siècle, un trumeau de cheminée où elle s'est portraiturée elle-même en Diane Chasseresse, comme quoi sous des cartes on pouvait parfois avoir des nostalgies de sensualité. Je vous signale que si le château d'Ancy-le-Franc est aussi extraordinaire alors que nous sommes loin de la cour, c'est tout simplement parce que son premier propriétaire et créateur avait eu l'intelligence diplomatique d'épouser la sœur de Diane de Poitiers. Ça lui a permis de faire belle carrière, belle fortune et beau château. Mais vraiment, pour votre 4e dimanche, Ancy-le-Franc, c'est un pèlerinage. Et maintenant, c'est la fin, donc je vais vous présenter l'œuvre de fin, l'œuvre de point d'orgue. Voilà pourtant l'un des chefs-d'œuvre du maniérisme et l'un des chefs-d'œuvre de l'école de Fontainebleau. Le portrait idéal de Sabina Popea, par les hasards de l'histoire. Ce tableau, qui est l'un des plus importants des nus de la Renaissance française, se trouve à Genève, au musée d'art et d'histoire. Donc c'est à portée de main, et à mon avis, trop de dimanches sont hypothéqués pour que vous attendiez si longtemps. Ce tableau-là, vraisemblablement, a fait partie d'une série mythologique consacrée aux impératrices romaines, dont une seule œuvre aurait été livrée à la cour. Ce serait le tableau que vous avez ici. Il faut que nous concluions. Vous remarquerez qu'on a fait un tour de la Renaissance. Nous continuerons en abordant ce qui est la suite logique, c'est-à-dire le baroque et le rococo.